Je suis François Outard, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et actuellement professeur à l'IAN et l'Institut des hautes études nationales de Quito en Équateur, qui est l'équivalent local de l'ENA, local bien sûr, pour la formation des cadres de l'État. En fait, j'ai connu Camilo Torres dès 1954. Je faisais à cette époque un tour de l'ensemble des pays d'Amérique latine pour visiter la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, ce qui était évidemment très intéressant parce que c'était découvrir le continent latino-américain d'en bas. Mais en arrivant à Bogota, j'ai été invité à donner une conférence au séminaire et sur la sociologie des religions en particulier. Et après cette conférence, un séminariste est venu me trouver en disant « Nous avons un groupe de séminaristes qui s'intéressent spécialement aux problèmes sociaux et nous aimerions vous inviter à venir nous parler et discuter ensemble. » Ce que j'ai réalisé 2-3 jours après. Et c'était Camilo Torres. Et comme j'ai vu l'intérêt de Camilo pour les questions sociales, je lui ai proposé de venir faire les séances sociales à Louvain. Et en effet, quelques mois après, il était là-bas, sur place, et il est resté 4 ans à Louvain. Après ça, pendant 10 ans, nous avons été de très grands amis. Je l'ai accompagné à différents endroits du monde d'ailleurs, pas seulement en Amérique latine, mais en Europe, et je l'ai suivi jusqu'au bout. Comme l'intervention est courte, je vais être bref sur certains sujets, mais je voudrais en aborder un ou deux qui me paraissent essentiels. Tout d'abord, le choix de Camilo Torres pour la guérilla. L'histoire de Camilo Torres est beaucoup plus, évidemment, que simplement un choix pour la guérilla. Lorsqu'il est sorti de Louvain, il avait comme perspective la doctrine sociale de l'Église, traditionnelle, mais radicale, qui condamne les excès du capitalisme, qui condamne ses effets, mais qui ne condamne pas le capitalisme dans sa logique. Donc il parle d'un capitalisme sauvage, supposant qu'il peut exister un capitalisme civilisé, comme on dit aujourd'hui en Équateur, un capitalisme moderne, ou un capitalisme vert, ou un capitalisme social. La découverte de Camilo lorsqu'il est rentré en Colombie, c'est que les perspectives de la doctrine sociale de l'Église n'allaient pas suffisamment loin pour orienter une pensée et une action qui soient efficaces pour transformer les sociétés. Et en effet, l'analyse de la doctrine sociale de l'Église est une analyse en termes de couche sociale, mais non pas de classe sociale. C'est-à-dire les couches sociales superposées et non pas une structure de classe et de classes antagonistes où la lutte des classes n'est pas une idéologie, mais une réalité de fait. Et donc, découvrant cela, il s'est mis à changer son type d'action et à penser aussi à la nécessité d'une action politique. C'est à ce moment-là qu'on lui a fait renoncer évidemment à l'exercice du sacerdoce et qu'il a fondé le Front Uni en partant d'une grande diversité d'acteurs politiques et sociaux, depuis les mouvements communistes jusqu'à la démocratie chrétienne de gauche, pour former un seul mouvement politique pour transformer certains aspects fondamentaux de la société colombienne. Alors, comment a-t-il été amené à rejoindre la guérilla? Eh bien, pour la bonne raison que ce mouvement qui est apparu à la bourgeoisie colombienne, qui est une des plus cultivées de l'Amérique latine, mais aussi une des plus cyniques, qui a réussi à garder, à conserver son hégémonie à travers toute l'histoire depuis l'indépendance, y compris les conflits qui ont existé entre les libéraux et les conservateurs, y compris le début d'industrialisation, y compris le narcotrafic. Cette bourgeoisie s'est effrayée et a utilisé tous les moyens pour essayer d'empêcher le mouvement. Notamment, on interdisait aux compagnies aériennes de donner un billet d'avion à Camilo, qui devait ou bien louer un avion particulier, ou bien aller par les voies de terre pour faire sa publicité politique. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'étais arrivé avec
possibilité d'une bourse d'études. J'avais déjà discuté de cela avec lui. Et il me disait toujours non. Je lui disais, mais viens, prends un an pour revenir à Louvain, faire une thèse de doctorat, et puis tu reviendras après. Et il m'a toujours dit non, parce que ce serait trahir les gens qui ont mis leur confiance en moi. Moi, je ne puis pas partir. Et à ce moment-là, la seule issue a été de rejoindre la guérilla. Alors, on peut se demander aussi si, d'un point de vue chrétien, précisément, et pour un prêtre, le choix d'une voie armée, donc de la violence, n'était pas contradictoire. Et je pense que Camilo a toujours été un non-violent. Et qu'évidemment, l'évangile, c'est l'amour du prochain. Et ça exclut la violence. Mais nous vivons dans un monde violent. Et on ne peut pas reprocher à la résistance des opprimés de s'exprimer, éventuellement même jusqu'à la lutte armée, mais évidemment pas sans condition. Et je crois qu'il y a trois conditions qui étaient réunies du temps de Camilo. C'est d'une part le fait que c'est le dernier recours, qu'on a essayé tous les autres moyens pour changer la société. Deuxièmement, le fait qu'il y ait une vraie possibilité de changement par la voie armée. Et à cette époque-là, on avait la révolution cubaine, on était à la veille de la révolution sandiniste, donc il était possible de croire qu'en Amérique latine, on pouvait changer la société par le biais d'une résistance armée. Et troisièmement, de respecter des normes éthiques dans la lutte et de ne pas utiliser des moyens inacceptables d'un point de vue éthique, comme les tortures, comme les séquestres, comme le narcotrafic ou d'autres moyens de ce genre. Donc à cette époque, je crois que tout cela était réuni et ça a permis à Camilo de faire cette option. Maintenant, quelle est la leçon que nous pouvons tirer pour aujourd'hui? Je crois que la première chose, c'est de se dire que, bien sûr, les pourparlers de paix sont indispensables, il faut les appuyer. Et ils sont indispensables déjà depuis au moins 25 ans, parce que depuis cette époque déjà, on voyait bien que la guérilla ne pouvait pas arriver à changer la société. Et donc la prolongation était, même éthiquement, inacceptable. Et je crois que Camilo serait arrivé à ces conclusions. Et donc, que faire? Car le processus de paix, qui est indispensable, qui va mettre fin à la lutte armée, ne met pas fin aux luttes sociales, ne met pas fin à la lutte des classes sociales qui existent en Colombie, qui doit donc se poursuivre par d'autres moyens. Et donc tout le problème est de se dire comment arriver à continuer une lutte sociale aujourd'hui par des moyens qui ne sont pas les moyens de la lutte armée, mais où les contradictions sociales, l'inégalité sociale reste fondamentale et où les classes dominantes sont prêtes à utiliser de nouveau la violence, si c'est nécessaire, avec l'aide des États-Unis, pour réprimer les revendications populaires. Et alors là, l'enseignement de Camilo, c'est de nouveau l'unité d'action. Et le péché originel de la gauche, c'est précisément la division, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de personnalité, et donc l'inefficacité politique. Donc là, c'est une première orientation. Une deuxième, c'est de redéfinir les objectifs, car aujourd'hui, après 50 ans, nous nous trouvons devant une autre situation historique. Par exemple, la conscience du problème du rapport à la nature, du changement climatique, est devenue essentielle dans les luttes sociales d'aujourd'hui. Et la dernière encyclique du pape François nous rappelle ça, de façon d'ailleurs très concrète, en faisant le lien entre la destruction de la nature et la destruction humaine. Et donc, intégrer de nouvelles dimensions, la financiation, le caractère financier de la domination du capital aujourd'hui, les guerres qui se font pour essayer de contrôler les matières premières qui commencent à manquer dans le monde entier. Donc, ce sont de nouveaux facteurs qui doivent entrer dans une pensée, mais aussi dans une pensée chrétienne, c'est-à-dire dans une théologie de la libération, bien que Camilo est mort 2 ans avant que sorte le premier livre de théologie de la libération, mais il a été un précurseur parce qu'il a été justement dans la ligne de cette théologie qui allait se développer après. Et troisièmement, il y a justement l'aspect chrétien,
c'est-à-dire cette conviction que pour être fidèle à ce que Jésus-Christ était dans sa société, une critique de toute oppression, d'où qu'elle vienne, de quelque pouvoir, qu'il soit économique, qu'il soit social, qu'il soit politique ou qu'il soit religieux et culturel, tous les pouvoirs qui oppriment l'être humain et les êtres humains comme collectivité doivent être critiqués fondamentalement. Et donc, ce renouveau d'une pensée théologique de la libération me paraît aller tout à fait dans la ligne de ce que Camilo a essayé de faire. Et je crois que cela est vrai pour l'Amérique latine, mais que c'est vrai aussi pour l'ensemble des sociétés. Et dans ce sens-là, un des objectifs nouveaux aussi sera de redéfinir la modernité, de redéfinir les objectifs globaux qui sont, je l'ai appelé dans un petit livre, le bien commun de l'humanité, c'est-à-dire la possibilité d'un paradigme de vie face au paradigme de mort du système capitaliste, non seulement comme système économique, mais même politique et culturel et militaire, bien entendu, et d'appliquer cela de façon très concrète dans des transitions et de tâcher de voir quels sont les acteurs capables de porter ces transitions vers la construction d'un nouveau paradigme. Mais ça serait un tout autre chapitre encore à développer dans l'avenir. Merci de m'avoir donné cette possibilité de contribuer à votre travail que j'apprécie énormément et que j'espère qu'on pourra continuer dans l'avenir. Merci beaucoup.